Allez, bonsoir à toutes et tous. Nous allons pouvoir démarrer. Nous allons commencer par faire l'appel. Madame Vanessa Slimani, présente. Monsieur Olivier de la Fournière a donné pouvoir à Madame Colette Martin-Chabert. Madame Brigitte Jallet a donné pouvoir à Monsieur Hyacinthe Bazoungoula. Monsieur Hyacinthe Bazoungoula. Madame Catherine Girard. Monsieur Christophe Lavial. Madame Véronique Buruidago a donné pouvoir à Christophe Cizaré. Monsieur Frédéric Chéneau a donné pouvoir à Madame Catherine Girard. Madame Colette Martin-Chabert. Monsieur Patrick Lalande. Monsieur Franck Fradin présent. Monsieur Maxime Villoin. Oui. Pardon, je n'ai pas entendu. Monsieur Christophe Cizaré. Monsieur Blaise Kamanje Chokobou. Madame Anne-Marie Accard a donné pouvoir à Patrick Lalande. Monsieur Romain Mercier. Madame Céline Roussilla. Monsieur Pierre-Cécile Ruffo-Monnier. Madame Ghislaine Hureau donne pouvoir à Monsieur Romain Mercier. Monsieur Jawad Boyadine donne pouvoir à Monsieur Pierre-Cécile Ruffo-Monnier. Madame Léa Aubourg-de-Vergne. Monsieur Jean-Claude Marino donne pouvoir à Madame Florence Moreau. Madame Florence Moreau. Monsieur Timothée Lucius. Madame Laurence Lemay. Madame Laurence Adreau. Madame Lydie Perrin donne pouvoir à Franck Fradin. Madame Françoise Moindreau donne pouvoir à Timothée Lucius. Monsieur Jean-Emmanuel Renelier. Madame Karine Prigent donne pouvoir à Saad Ouarab. Monsieur Saad Ouarab. Madame Sylvie Lautier. Monsieur Jean-Noël Robin est excusé. Madame Christine Bourré est excusée. Et Madame Karine Tafoureau est excusée. Merci. Le quorum est atteint. Nous allons donc pouvoir démarrer la séance. Il nous faut procéder à la désignation donc, du secrétaire de séance et je propose donc à Monsieur Timothée Lucius, s'il le souhaite. Merci. Le premier point étant donc l'adhésion et la signature donc, de la charte territoire zéro chômeur de longue durée. Monsieur Lavial. Oui, Madame le maire, merci. Donc, comme vous l'avez indiqué, il s'agit d'adhérer et de signer la charte territoire zéro chômeur de longue durée. Quelques mots peut-être sur cette initiative qui est une initiative novatrice. Alors, elle date maintenant de 2016, mais une initiative qui consiste à lancer une expérimentation ayant pour but de lutter contre le chômage de longue durée à l'échelle des territoires. Donc, il s'agit de réaliser en fait un appariement entre l'offre et la demande de travail. Alors une offre de travail qui, je le disais, est celle des demandeurs d'emploi de longue durée, de manière spécifique, au titre de ce qu'il existe un droit à l'emploi qui est reconnu dans le préambule de la Constitution de 1946. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Donc ça, c'est le point de départ de l'expérimentation. Donc rendre effectif le droit à l'emploi, en mettant en œuvre donc une nouvelle organisation sociale à l'échelle des territoires. Donc une offre de travail d'un côté, celle des demandeurs d'emploi de long terme, une demande de travail de l'autre côté qui consiste à rendre effectifs des emplois qui correspondent à des demandes qui ne sont pas satisfaites sur le territoire, et puis un appariement entre les deux qui est opéré par d'abord un intermédiaire, une entreprise à but d'emploi, qui relève en général du domaine de l'économie sociale et solidaire, qui peut être une entreprise ad hoc créée spécifiquement pour l'expérimentation, ou bien s'adosser à une entreprise d'insertion ou une association déjà existante. Donc au niveau local, une entreprise à but d'emploi, également un comité local de l'emploi, qui a comme objectif précisément à la fois de recenser les besoins, de recenser les demandeurs d'emploi pouvant relever du dispositif
et puis de les mettre en commun. Une association au niveau national qui est l'association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, et puis le fonds des territoires chômeurs de longue durée qui a comme objet au niveau national, en particulier de piloter les financements et l'accréditation des territoires expérimentaux. Voilà donc un appariement intermédiaire. Donc il y a un certain nombre de principes fondateurs à cette démarche. Le premier principe, c'est que personne n'est inemployable, pour peu que l'emploi soit adapté, que ce n'est pas le travail qui manque, de multiples besoins ne sont pas satisfaits sur les territoires, il suffit donc il faut les faire émerger et arriver à trouver des supports financiers. Et puis d'une certaine manière également que ce n'est pas l'argent qui manque, puisque le fait d'avoir des demandeurs d'emploi en fin de mois crée ce qu'on appelle des dépenses passives en termes d'indemnisation, de minima sociaux. Et l'idée, c'est de pouvoir réorienter ces financements en dépenses actives qui permettent le retour à l'emploi des personnes visées. Donc, rediriger les coûts du chômage, indemnités, minima sociaux, le reste du financement étant lié aux contributions propres et aux ventes de services de l'entreprise à but d'emploi. Voilà, alors il y a 6 principes qui guident cette expérimentation qui était au départ portée par ATD Quart Monde, Emmaüs France, le Secours catholique et qui a été relayée par un groupe de députés à partir de 2014. 6 principes, l'exhaustivité territoriale, donc sur chaque territoire qui est engagé dans le dispositif, un emploi doit pouvoir être proposé à tous les chômeurs de longue durée qui le désirent, donc qui est le public cible. Je rappelle, chômeurs de longue durée, c'est supérieur à 1 an, voire à 2 ans pour les chômeurs de très longue durée. L'embauche non sélective, l'emploi est produit en fonction des savoir-faire, des capacités, des aspirations des individus au sein des entreprises à but d'emploi. La qualité de l'emploi, l'objet c'est d'apporter une sécurité aux personnes privées d'emploi grâce à un contrat à durée indéterminée. L'entreprise à but d'emploi embauche en CDI les personnes et ensuite les positionne sur conseil du comité local de l'emploi sur les emplois repérés. L'emploi à temps choisi, les personnes embauchées, elles le sont sur la base du volontariat et elles choisissent leur temps de travail. L'emploi-formation, évidemment l'idée c'est que ce dispositif doit permettre d'acquérir de nouvelles compétences et à terme de revenir vers un emploi plus standard, on va dire. Et puis la création nette d'emplois, les entreprises à but d'emploi créent des emplois supplémentaires. Il ne s'agit pas de venir créer des emplois en concurrence de ce qui existe déjà, mais de repérer les demandes sociales qui peuvent exister, d'y adosser des emplois, de les financer et de les satisfaire. Donc voilà pour les principes de base. Alors la montée en charge a été progressive, c'est mis dans votre délibération. Il y a eu jusqu'à ce jour 2 lois. Une première loi d'expérimentation en 2016 où 10 territoires expérimentaux ont été désignés. Et puis une seconde en 2021 qui couvre la période, en 2020 pour couvrir la période 2021-2026. Pour pouvoir être dans les territoires expérimentaux, il fallait être candidat avant juillet 2024. Et donc il y a en préparation, on verra ce que ça donne. En tout cas, il y a l'espoir qu'une 3e loi vienne et permettre à de nouveaux territoires d'être à leur tour expérimentateurs. C'est dans ce cadre-là que l'idée, c'est de se préparer pour pouvoir être éligible à ces nouveaux territoires expérimentaux. Voilà, alors les retombées attendues du dispositif sont évidemment importantes. Alors déjà pour les personnes embauchées, il y a eu un rapport de la DARES qui a été fait sur les premiers territoires expérimentaux qui a démontré évidemment que donner une sécurité sous forme d'un contrat à durée indéterminée, donner des ressources qui procèdent d'un retour à l'emploi a évidemment des effets bénéfiques en termes d'abord de bien-être, de valorisation des personnes et y compris évidemment en termes d'accès aux soins, d'accès au logement, d'accès au permis de conduire, etc. Donc il y a une amélioration nette des bénéficiaires. Un impact évidemment sur les territoires. Tout l'idée c'est d'arriver à créer des coopérations territoriales qui soient vertueuses et que donc il y a un ensemble d'acteurs qui convergent pour pouvoir construire ces arrangements institutionnels de proximité. Donc c'est précisément ça qui est cohérent avec la démarche de Saint-Jean-de-Bray. C'est pour ça que Saint-Jean-de-Bray souhaite s'y investir. C'est que nous portons depuis de nombreuses années l'idée que le rôle de la commune, c'est de favoriser ce qu'on appelle les coopérations économiques au niveau du territoire. C'est ce que fait l'Arche abrésienne depuis maintenant de nombreuses années. C'est cette démarche qui est prolongée avec la constitution du tiers-lieu, compétences transition, qui est au Pont Bordeaux, rue Rabelais.
Voilà, plus généralement, c'est également ce qui nous meut dans notre soutien à l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire, et on a vu que cette expérimentation en relève également. Voilà, alors ensuite, pour pouvoir en faire partie, il y a un processus d'engagement. Il faut d'abord créer ce qu'on appelle un consensus territorial, c'est-à-dire réunir l'ensemble des acteurs qui peuvent être intéressés et qui sont partie prenante du dispositif, et construire un consensus sur la manière de monter le dispositif et de le faire réussir. Il faut ensuite, dans un deuxième temps, identifier les personnes privées d'emploi qui pourraient être volontaires sur le territoire concerné, recenser les travaux utiles qui pourraient faire donc l'objet des emplois de l'entreprise à but d'emploi, et puis enfin ouvrir l'entreprise à but d'emploi. Et donc le dispositif a, dès sa phase expérimentale à partir de 2016, a conduit à la création d'une association, donc l'association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, dont l'objectif est précisément d'accompagner les territoires candidats à devenir des territoires expérimentateurs du dispositif. Et donc c'est l'objet de la délibération, c'est d'adhérer à l'association, moyennant une cotisation de 500 €, et puis donc de pouvoir être accompagné dans les phases que je viens d'évoquer, de manière à pouvoir déposer le dossier lorsque la nouvelle loi sera votée, on l'espère, et pouvoir devenir territoire expérimentateur de l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Lavial. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Lautier. Merci, Madame le maire. Sur le fond, il n'y a aucun sujet. La lutte pour l'insertion professionnelle, et notamment les publics qui en sont les plus éloignés, est un enjeu quand même crucial, à la fois économiquement et sociologiquement. Donc, bien évidemment, nous voterons cette délibération. Sur la mise en œuvre, en revanche, nous sommes preneurs d'un petit peu plus de précision, même si j'en ai eu quelques-unes là. On lit dans les documents que la première étape est la mise en place d'une fabrique de consensus. Au-delà du fait que l'on pourrait probablement s'inspirer de la méthodologie dans la sphère de vie citoyenne sur pas mal de projets, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner un peu plus de détails sur cette méthodologie? Par exemple, est-ce que c'est l'association qui pilote cette phase ou la ville? Et dans les deux cas, quel est l'engagement en termes de moyens de la part de la ville? Car il ne faudrait pas qu'on signe une charte et qu'ensuite on oublie le plus important, à savoir la mise en œuvre. Merci. Monsieur Lucius. Merci Madame le maire. Moins une question qu'une remarque, ou plutôt un propos plus global, mais je voulais vous faire part de ma fierté de participer à cette démarche, parce qu'elle a montré qu'elle était très efficace là où elle était développée. En 2016, lorsque ATD Carmonde a lancé cette étude, le coût pour les finances publiques d'un chômeur de longue durée était chiffré entre 15 et 17 000 €, sachant que le coût pour un employeur d'embaucher quelqu'un en CDI au SMIC est autour de 20 000 €. Donc on voit que finalement le différentiel est relativement faible sur une année. Et l'idée absolument géniale d'ATD Carmonde est de dire que finalement il y a beaucoup de besoins généraux d'intérêt général qui ne sont pas tout à fait pourvus correctement, et que non seulement en fléchant en fait, finalement les chômeurs de longue durée vers ces activités-là, qui ne sont pas encore exercées sous forme d'emploi, mais qui sont souvent exercées sous forme de bénévolat, non seulement nous remplirons mieux l'intérêt général pour la collectivité, mais par ailleurs, nous leur permettrons en fait de se former, de remettre un pied vers l'emploi, d'avoir une stabilité retrouvée. Et tout ça, en fait, c'est bénéfique pour tout le monde. Et fondamentalement, cette idée absolument géniale est une idée de bon sens qui est peu coûteuse pour les finances publiques, et qui, par ailleurs, est une idée qui bénéficie à tout le monde et qui s'inscrit pleinement dans l'intérêt général. Et c'est pourquoi je voulais vous exprimer ma grande fierté d'en faire part, au nom que la ville en fasse part. Pardon. Merci. Monsieur Lavial, pour des éléments de réponse. Oui, très rapidement. J'aurais tendance à dire que quand on fait une phrase avec un « mais », ce qu'il y a avant le « mais » ne compte pas beaucoup, c'est ce qu'il y a après qui est important. Donc on est pour, mais il y a toujours... cette remarque est en fait, sur la fabrique du consensus, non, il n'y a pas de moyen à mettre en œuvre, c'est simplement la logique de la chose, c'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup de parties prenantes, de partenaires qui sont amenés à devoir être intéressés par l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée. Il y a la commune, évidemment, il y a les entreprises susceptibles d'être le support de l'entreprise à but d'emploi, il y a France Travail,
évidemment, qui a la responsabilité de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et qui recense potentiellement les demandeurs d'emploi de longue ou très longue durée. Il y a le département, par exemple, puisque une partie relève évidemment des politiques sociales qui sont celles du département. Donc il y a une multitude d'acteurs, et puis on peut imaginer plus largement d'autres structures de l'ESS. Voilà. Et l'idée, c'est de construire un consensus, non pas de les amener à être d'accord sur les choses, mais de voir la faisabilité et les démarches à entreprendre, encore une fois, pour recenser les demandeurs, les offreurs, et arriver à apparier tout ça pour construire le modèle de l'entreprise à but d'emploi. Voilà. Et donc, il faut fabriquer le consensus. Alors ça, c'est effectivement un terme devenu un peu à la mode. Et l'association est là pour nous aider. C'est-à-dire que l'association qui a été créée au niveau national, en quelque sorte, elle accumule de la connaissance sur le dispositif et la manière de l'améliorer. Et donc, elle nous fait bénéficier de son expérience de manière à pouvoir, dans le territoire, construire plus efficacement ça. Donc, en dehors de l'adhésion dont on parle ici, il n'y a aucun moyen à mettre à disposition autre que la bonne volonté des uns et des autres pour que le projet puisse aboutir. Peut-être pour compléter les propos de M. Lavial, avec échange effectivement avec l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée et finalement l'antenne locale, parce que ça c'est à l'échelle nationale, mais par région, en gros, ils ont un partenaire qui est en proximité pour soit les collectivités, soit les associations qui s'emparent du dispositif. Sur la région, c'est pour nous l'association Coras qui sera l'intermédiaire. Nous avons posé la question des moyens parce que en travaillant quand même depuis quelques mois à la mise en place finalement en tout cas avec la volonté de mettre en place ce dispositif sur Saint-Jean-de-Bray, en allant chercher un petit peu plus les éléments de précision, il s'avère qu'il y a tout à construire pour déposer le dossier de candidature. Et sans moyens financiers. Et cette question a été clairement posée en disant, mais en fin de compte, il est demandé à ce que des associations, une collectivité donnent du temps, parce que ça va prendre du temps, et que derrière, il n'y a pas de moyens financiers. Il y aura des moyens d'accompagnement parce qu'il y a déjà des territoires qui sont en expérimentation et qui ont déjà mis en place ces activités-là. Donc, on va bénéficier du retour d'expérience pour pouvoir construire finalement ce comité local pour l'emploi et puis d'aller au-devant des bénéficiaires et puis l'association construire et tout mettre en place pour la création de l'entreprise à but d'emploi. Alors, on va aller chercher, on reviendra sans doute ici devant le conseil municipal parce que on va aller chercher auprès d'autres collectivités des financements. Voilà, donc probablement la région, peut-être aussi le département, pour voir si ces collectivités-là seraient aussi partantes d'accompagner la ville de Saint-Jean-de-Bray pour la mise en place de ce dispositif. Donc sans doute qu'on reviendra dans les prochains conseils municipaux demander l'accord pour aller demander des subventions aux autres collectivités, parce que M. Lavial le disait, il y a un intérêt au-delà du territoire abrésien plus large dans le cadre de cette réinsertion nécessaire pour un grand nombre de nos concitoyens. Monsieur Ouarab. Merci Madame le maire. Merci pour ces éléments de réponse. Effectivement, c'est la ville qui va mettre en œuvre. Du coup, on est bien pour, mais avec ces précisions, sans le mais. Sans le mais que M. Lavial évoquait tout à l'heure. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va donc pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante, donc il s'agit de la modification du dispositif de la bourse au permis. Madame Moreau. Merci Madame le maire. Donc depuis 2010, la ville de Saint-Jean-de-Bray a mis le dispositif de la bourse au permis afin d'aider les jeunes à obtenir leur permis. Ce qui est incontestable, c'est que pour les jeunes trouvent un emploi et la formation, il faut qu'ils puissent avoir le permis et celui-ci coûte très cher.
Avec le dispositif, en fait, les jeunes doivent réaliser une contribution citoyenne et en contrepartie, la ville verse une somme aux jeunes. En 2017, afin de calculer la bourse qu'ils vont toucher, on regarde le coefficient familial du jeune et on utilise la même grille qui est utilisée au pôle éducation famille. En 2017, ce dispositif a été interrogé afin de le rendre plus accessible et surtout d'apporter un meilleur accompagnement aux jeunes les plus en difficulté. Cette année, nous avons décidé de réinterroger ce dispositif afin d'apporter des modifications pour assurer un meilleur accompagnement des jeunes auprès de nos services et une meilleure réussite à l'examen de conduite. Les modifications sont 4 catégories au lieu de 5 pour le montant de la bourse, réduire le nombre d'heures d'engagement citoyen, ouverture à toutes les auto-écoles du territoire et non plus s'arrêter à celle de Saint-Jean-de-Bray, et versement de la bourse dès l'engagement citoyen réalisé et le code obtenu directement aux jeunes ou aux parents de mineurs. Voilà. Ceci étant exposé, je ne sais plus ce qu'on dit au départ. Je n'ai plus l'habitude de parler, moi. Voilà. Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les modifications du règlement de la bourse au permis et d'autoriser Madame le maire à signer toutes les pièces adhérentes à ce dossier. Merci Madame Moreau. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Monsieur Renelier? Merci Madame le maire. Moi je m'interrogeais sur le nombre de jeunes, puisqu'on l'élargit, c'est bien, puisque les jeunes ont besoin d'avoir un permis déjà rien que pour travailler. La première action, est-ce qu'on ne pourrait pas faire juste une première étape avec une subvention pour le code, puisqu'on voit bien que le code est un vrai problème pour beaucoup de jeunes, parce qu'ils ont du mal à lire, ils ont du mal à comprendre la question, et sans code, de toute façon, on ne peut pas passer le permis. Donc ça serait quelque chose qui pourrait se faire en étapes, parce que les heures de conduite, c'est ce qui coûte cher, tout simplement parce qu'il y a du personnel, parce qu'il y a un véhicule, et donc on pourrait peut-être agrémenter votre dispositif d'un des premiers dispositifs pour permettre à tous les jeunes de passer au minimum le code, ou essayer en tout cas que tous les jeunes le passent, parce que beaucoup conduisent, ils savent conduire, mais ils ne connaissent pas le code. Donc ça crée des accidents. Ils conduisent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'ils n'ont pas le code, et il faut bien qu'ils se déplacent pour certains, ce qui n'est pas acceptable, mais ce qui crée des problèmes. Donc je pense qu'on pourrait peut-être l'adapter, ou peut-être que j'ai mal compris ce que vous proposez. Donc j'aimerais avoir des éclaircissements sur cela. Monsieur Ouarab. Merci Madame le maire. De même que sur la précédente délibération, sur le fond, ce dispositif est excellent et effectivement la mobilité, un sujet majeur, même s'il est possible de s'en sortir sans permis de conduire dans une métropole comme la nôtre, grâce au transport en commun. Force est de constater que l'absence de permis de conduire représente régulièrement un frein pour les publics les plus jeunes. D'ailleurs, j'ai bien dit qu'il était possible de s'en sortir et non pas qu'il est aisé de s'en sortir sans véhicule dans notre métropole. Car au regard du plan étoile des transports en commun, si je prends un exemple, un Abrésien qui travaille à Fleury-les-Aubrais, on aura pour un peu plus d'1 heure pour se rendre sur son lieu de travail. Donc oui, 1000 fois oui pour ce dispositif. Quelques remarques cependant. Nous sommes d'accord sur une bourse progressive au quotient. À défaut d'égalité, ceci va dans le sens de l'équité qui est bien plus importante. Nous sommes également d'accord pour que l'inscription se fasse dans une auto-école de la métropole. Quand on prétend à faire territoire tous ensemble, il est légitime d'impulser des politiques intercommunales. En revanche, si je comprends bien l'état d'esprit du dispositif, il n'y a plus de distinction dans les montants attribués entre les jeunes qui intègrent le dispositif avec le code de la route et ceux qui suivent l'ensemble du dispositif. Ceci aboutit à une augmentation des montants pour les bénéficiaires ayant des quotients CAF les plus faibles et qui ont déjà le code, et à une baisse des montants alloués pour ceux qui intègrent la démarche dès le départ. Donc si nous comprenons la logique de bien vouloir aider les jeunes qui ont déjà le code, puisque c'est expliqué dans la délibération que c'est au niveau de l'examen de conduite qu'il y a le plus d'échecs, on s'interroge sur l'effet de la baisse des montants dans l'accès à l'examen du code pour les populations les plus fragiles. En effet, si je compare les barèmes, le barème précédent qui octroyait 800 €
et le nouveau barème qui octroie 600 €, la différence est sensible pour une famille qui bénéficie de faibles revenus. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait un effet de raréfaction de la demande des jeunes n'ayant pas encore le code en raison d'une baisse d'incitativité de l'aide. Donc en résumé, la bourse au permis est une excellente idée. L'ouverture aux écoles de la métropole est un signe favorable pour des jeunes qui sont de plus en plus métropolitains, ayant des activités, que ce soit associatives ou universitaires ou autres, à l'échelle du territoire. Mais la volonté également de favoriser l'obtention de l'épreuve de conduite semble pertinente. Mais la baisse des montants octroyés nous inquiète pour des populations plus fragiles. Donc nous voterons cette délibération, mais nous vous demanderons, s'il vous plaît, de bien vouloir établir un bilan d'évaluation chiffré et comparatif avec l'historique d'ici un an et de bien vouloir revenir vers nous avec celui-ci. Je vous remercie. Là, en fait, cette année, il y a eu un travail qui a été fait pour voir par rapport au permis les jeunes qui étaient inscrits depuis plusieurs années. Et en fait, on se rend compte que le code, les jeunes, en général, c'est bon. Ils arrivent à l'avoir. C'est plutôt pour la conduite où on les perd en route et qu'ils ont du mal à avoir le permis. Donc c'est pour ça que là, et après c'est pareil depuis 2010. Pour l'obtention du code, ça a vraiment changé. Maintenant, beaucoup de jeunes passent par Internet. Et après, donc en fait, c'est pas ça qui leur coûte le plus cher. Mais c'est vraiment là où on les perd le plus, c'est vraiment au moment du passage du permis où c'est beaucoup plus. Il faut être beaucoup plus présent, beaucoup plus rigoureux. Et le suivi c'est là où c'est important d'être vraiment suivi avec les gens des services pour pouvoir les accompagner au mieux. Donc c'est pour ça que ce choix a été fait, pour qu'en fait, ils soient motivés pour passer le code en un an, et eux, ils touchent directement les sous, eux, pour les valoriser et leur donner l'envie d'aller plus loin. En fait, c'est le constat des années précédentes où on a voulu faire différemment. On essaye d'avancer pour que les jeunes soient encore plus motivés pour passer leur permis. Madame Aubourg-de-Vergne. Le maire, c'était simplement pour rebondir sur la remarque, une des remarques de M. Renelier. Alors peut-être que je n'ai pas compris, mais disposer du code n'empêche pas d'avoir des accidents. Alors, on demande la parole. Peut-être pour compléter la réponse de Madame Moreau. Alors, Monsieur Renelier, subvention du code, j'ai pas forcément compris. On attribue des subventions à des associations. Par contre, là, il n'y a pas d'association et les sommes versées seront finalement versées, Madame Moreau l'indiquait, aux jeunes dont la candidature aura été retenue. Parce qu'il y aura toujours effectivement en gros un jury qui étudiera l'ensemble des dossiers pour voir quels seront les jeunes qui intégreront finalement le dispositif et devront contribuer à un nombre d'heures de contribution citoyenne, d'ailleurs auprès de la ville ou d'associations. Sur la question des montants, Madame Moreau l'indiquait, il y a eu un bilan de réaliser parce que le dispositif semblait aussi s'essouffler et parce que finalement l'accompagnement des jeunes qui étaient inscrits dans le dispositif n'était pas forcément concluant. Ils faisaient pour le coup leurs heures citoyennes et puis derrière, ils ne s'investissaient plus forcément une fois les heures faites. Alors c'est très bien, on peut saluer l'engagement des jeunes pour donner du temps citoyen, mais derrière, voilà, il y avait une difficulté sur le suivi parce que ça a pu s'étaler pour certains sur plusieurs années. Et donc, in fine, un dispositif qui ne rendait pas forcément service puisque les jeunes ayant changé de situation, besoin du permis à un moment donné, puis parce que pas forcément non plus, là aussi, suivi de façon effective, en tout cas aussi de la part des services, parce que ça prenait beaucoup de temps. In fine, on les a perdus. Donc là, il y a une volonté de concentrer dans le temps
de diminuer du coup le nombre d'heures de contribution citoyenne, et puis de pouvoir aussi allouer la contribution financière pour le paiement du permis à obtention du code, pour pouvoir redonner en tout cas un élan pour aller chercher le permis de conduire. Et effectivement, les pratiques pour l'obtention du code changent un peu. L'essentiel, c'est que nous ayons dans les candidatures des jeunes, code ou pas code, qui fassent démonstration d'un cursus, peut-être de formation, de recherche d'emploi, etc., pour qu'on puisse être, in fine, à répondre à un besoin réel. Ce n'est pas simplement se dire, il y a besoin du code, tout le monde en aurait besoin et on aurait une liste trop importante de candidatures, mais bien de voir à qui ça peut bénéficier de façon plus importante auprès de certains jeunes. Il y a le lien de toute manière avec les jeunes qui sont suivis aussi auprès de l'Arche-Abrésienne dans le cadre de la convention que l'on a avec la mission locale de l'Orléanais. Ça contribue en tout cas à aller vers quelques profils spécifiques. 600 €, donc du coup plus peut-être, c'est vrai qu'on peut se dire on diminue par rapport aux 800 € précédents, mais là on conditionne au code, donc finalement c'est peut-être aussi moins à perte, puisque on espère en tout cas qu'il y aura une mobilisation et avec un suivi plus court dans le temps, un suivi plus affirmé, et donc une réelle utilisation des 600 € pour les mobiliser pour l'obtention du permis de conduire. Après, évidemment, comme on vient changer quelques modalités du dispositif, lors d'une commission, peut-être à échéance d'1 an, déjà pour un premier bilan pourra être fait pour répondre en tout cas à votre question, pour voir quel sera l'impact. L'idée, évidemment, vous l'avez compris, c'est de vraiment accompagner des jeunes qui sont dans un parcours de formation, d'insertion professionnelle. Non, mais moi je voulais juste compléter au départ en disant que ce dispositif-là, donc là, au départ, il y a des dates précises où c'est ouvert à tous les jeunes et on les reçoit plusieurs fois. Et du coup, on les questionne pour vraiment savoir lesquels qui pourraient rentrer dans ce dispositif. Et après, il y a 3 personnes de la mairie et on les oriente pour qu'ils soient vraiment suivis pendant tout leur parcours. Et c'est vraiment, là, le fait de passer sur 1 an, c'est vraiment pour redonner de l'envie et que ça puisse aboutir au final. Là, il y a vraiment eu tous les dossiers qui étaient suivis depuis quelques années ont été repris avec l'auto-école et tout pour faire le point. Et donc là, c'est d'essayer de progresser en fait, d'avoir plus de réussite. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, merci. La délibération suivante concerne une aide financière pour la destruction de nids. Frelon asiatique, Monsieur Fradin. Merci Madame le maire. Oui, en effet, la mortalité croissante et la chute du nombre des abeilles inquiètent depuis plusieurs années tant les professionnels que les amis des abeilles. Les facteurs sont multiples. Il y a le changement climatique, il y a les pesticides, il y a les parasites comme le frelon asiatique, les acariens et d'autres parasites. Le frelon asiatique, appelé aussi frelon à pattes jaunes, est l'un des plus virulents tueurs d'abeilles. Comme son nom l'indique, il est originaire d'Asie. Il est apparu en France en 2004 avec l'importation de poteries venant de Chine. Le
Le frelon asiatique est une guêpe sociale, reconnaissable à sa couleur sombre, brun-noir, contrairement à celle du frelon européen. Sa nourriture préférée reste l'abeille, qu'elle soit sauvage ou domestique. La prolifération de cet insecte sur le territoire des abeilles engendre plusieurs conséquences importantes. Les ravages que le frelon asiatique perpétue au sein des colonies d'abeilles ont de lourdes conséquences économiques. En effet, en tuant les abeilles, il détruit des ruches. N'ayant plus son rucher, l'apiculteur perd son emploi et se trouve privé de sa source de vie. La prolifération des nids de frelons asiatiques n'impacte pas seulement le secteur apicole. Elle a de fâcheuses conséquences sur bien d'autres secteurs d'activité. En s'attaquant aux abeilles et en détruisant des ruches entières, le frelon asiatique devient une menace par rapport à l'environnement. En effet, en s'en prenant aux abeilles, il s'en prend à d'excellentes pollinisatrices. D'ailleurs, en Europe, le frelon asiatique est classé parmi les espèces exotiques envahissantes et identifié comme le 4e facteur responsable de la perte de la biodiversité à l'échelle mondiale. Redoutable prédateur, le frelon asiatique massacre les abeilles et provoque la disparition de milieux et d'habitats, notamment ceux initialement consacrés à cet insecte. En tuant les abeilles, le frelon asiatique freine la pollinisation, comme je le disais, des plantes, notamment les arbres fruitiers, et nuit à la biodiversité de l'écosystème. Il ne faut pas oublier que les abeilles pollinisent dans les 80% la nourriture de l'homme. Un nid de frelon asiatique, c'est environ 2000 frelons. Et un seul frelon peut tuer environ 70 abeilles par jour. Donc il est proposé de reconduire, c'est une action que l'on a mis en place depuis plusieurs années, donc il est proposé de reconduire cette aide destinée aux Abrésiens, que ce soit des particuliers ou des entreprises, de participer à hauteur de 50% du montant TTC de la destruction d'un nid de frelons. Alors pour vous faire le bilan de l'année 2023, donc il y a eu 18 particuliers abrésiens qui ont demandé à ce que la ville participe à la destruction et une entreprise pour un budget total de 1 242,59 € pour être précis. Donc il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission compétente, d'approuver la mise en œuvre d'une participation financière de la ville de Saint-Jean-de-Bray à la destruction des nids de frelons asiatiques pour l'année 2024, selon les conditions détaillées dans le règlement qui est annexé donc à la présente délibération. Merci Monsieur Fradin. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Nous allons pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Ensuite, nous avons donc la convention d'objectifs et de moyens avec l'association du Photoclub Labrésien, Monsieur Ruffio-Monnier. Merci Madame le maire. Donc, je ne vais pas vous faire l'injure de vous présenter l'association Le Photoclub Abrésien. Vous le connaissez tous, ils sont présents dans toutes nos manifestations, gracieusement et pour le plaisir, et ils nous font des photos d'une qualité que tout le monde reconnaît. Je vais quand même vous dire un petit peu ce qu'ils font au sein de leur association, c'est-à-dire qu'ils font des rencontres régulières entre leurs adhérents au niveau de la photo, bien sûr, ils apprennent les nouvelles techniques, ils utilisent le différents matériels, ils font des découvertes, ils font des sorties de découvertes thématiques dans la région, sur Saint-Jean-de-Bray et à l'extérieur. Ils proposent aussi des sessions d'apprentissage. Donc, si vous avez envie d'apprendre la photo, vous pouvez aller chez eux et ils feront un plaisir de vous aider. Ils organisent des expositions internes que vous avez dû voir à la médiathèque ou au château des Longues Années ou ailleurs. Et puis, toute activité liée à la photographie et en particulier le développement de photos puisqu'ils ont des labos qu'ils installent provisoirement dans des lieux donnés. Donc, dans le cadre de la fonction, dans le cadre de la convention, on leur a demandé évidemment de choisir les grands axes, puisque c'est la base elle-même de notre convention.
Et donc, ils ont décidé, dans le cadre des développements et ouverture à tous les publics, de la participation au forum et des expositions annuelles. Dans le cadre de la citoyenneté et lutte contre toutes les formes de discrimination, ils participeront au CLVA dès qu'il sera actif. Et puis, la mise en valeur des événements et du patrimoine dans le cadre du rayonnement de la ville et patrimoine. Et surtout, c'est peut-être le plus important aussi pour nous, c'est la mise à disposition d'un fonds de photos, véritable mémoire de la vie active de notre ville. Et pour nous, c'est effectivement une richesse incommensurable. Voilà. Donc, après avis favorable de la commission compétente, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la ville et l'association Photoclub Abrésien. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Ouarab? Le maire, nous avons eu l'occasion d'admirer leurs travaux il y a quelque temps lors d'une exposition aux Longues Allées. Il est important de rappeler également que l'accès est ouvert à tous, comme vous l'avez dit, à tous les photographes amateurs, indépendamment de leur niveau, si je puis dire. Et les personnes qui nous avaient accueillis à l'exposition avaient bien insisté sur cette volonté de partager avec le plus grand monde. Donc nous voterons avec grand plaisir cette délibération. Merci. Donc nous allons pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Toujours Monsieur Ruffiot-Monnier concernant la médiathèque et une convention de désherbage avec l'association chapitre 2. Si vous le permettez, Madame le maire, je vais peut-être parler des deux délibérations qui arrivent parce qu'elles sont quand même assez proches l'une et l'autre. Je permets. Merci. Donc vous savez qu'une médiathèque ou une bibliothèque, mais nous avons une médiathèque, a un fonds de livres et autres documents, c'est-à-dire des films ou des DVD ou des CD, qui évolue, qui n'est pas un lieu mort, qui doit bouger pour permettre l'évolution de ce fonds. À savoir que vous avez des livres qui, au bout d'un certain temps, s'abîment, qu'on ne peut plus vraiment les réparer, qu'il y a des livres qui sont en double ou en triple parce qu'il a fallu les acheter à un moment donné pour faire vivre le club littérature ou d'autres événements. Et puis, donc, il est nécessaire de désherber, c'est-à-dire retirer les livres et de retirer les documents de la médiathèque. Et comme nous faisons partie, que tous ceux qui s'occupent de livres sont amoureux des livres, on ne serait pas d'accord pour les détruire. Nous avons cherché, comme nous l'avons déjà fait il y a une dizaine d'années, puisqu'il faut le faire régulièrement, nous avons fait appel à deux associations, une qui est locale, et qui est une association qui est aussi solidaire, bien sûr, et c'est chapitre 2, qui viendra prendre une petite partie des livres et pour les vendre à petit prix ou les transformer avec des artistes en objets de création artistique. En fait, vous pouvez en voir quelques-uns dans le kiosque, ils en présentent régulièrement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons fait appel aussi à la Société Amaréal, qui là est une entreprise beaucoup plus importante, solidaire d'utilité sociale. C'est une librairie d'occasion en ligne et c'est un acteur reconnu de l'économie circulaire, sociale et solidaire. Il travaille avec plus de 500 bibliothèques publiques et associatives, dont désormais, vraisemblablement, si vous le votez, la nôtre. Alors là, il y a une petite différence, c'est-à-dire qu'ils viendront chercher ici la grande part des livres, ils les trieront, ils les commercialiseront, avec des petits prix aussi, et à chaque fois qu'ils auront vendu un livre, ils nous reverseront 10% du prix net hors taxe. Alors ne rêvons pas, ça ne fera pas des sommes phénoménales, c'est de façon à marquer peut-être un petit peu plus le coup. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à chaque vente, dans le même cadre, ils verseront 5% du prix net hors taxe au Secours populaire français. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous semblait très intéressant. Voilà. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a des questions concernant les deux délibérations? Madame Lothier. Merci Madame la maire. Donc j'avais dit, nous allons intervenir une seule fois sur les deux délibérations qui viennent. D'abord pour dire que toute action qui consisterait à valoriser dans une logique d'économie circulaire les fonds d'œuvre de la médiathèque aura bien entendu notre soutien. Ensuite, pour vous demander l'articulation entre les deux structures qui seront associées aux opérations de désherbage. Y a-t-il une priorité de l'une des entités par rapport à la deuxième? Ou est-ce que les spécifications différentes qui font qu'elles ne ciblent pas les mêmes typologies d'ouvrages?
Par ailleurs, donc de petites remarques, nous sommes nous-mêmes utilisateurs des services du kiosque de chapitre 2, qui nous semble commence à trouver son public. C'est donc une excellente initiative de continuer à les soutenir de cette façon. Concernant Amaréal, une question et 2 remarques. A-t-on une idée de ce que peut représenter annuellement le montant des ventes des ouvrages que nous leur confions? Et dans la foulée, est-il vraiment nécessaire à l'équilibre financier de la médiathèque, donc de la ville, de nous voir reverser 10% du chiffre d'affaires? Mais bon, vous avez donné une réponse auparavant. Ne pourrions-nous pas considérer que nous oublions la redevance et que cette somme sera ajoutée à celle versée au secours populaire, peut-être à l'antenne locale plutôt même qu'à l'entité nationale, ou simplement laisser à la disposition de l'entreprise dans le cadre de ce que l'on mettrait un soutien à l'économie sociale et solidaire? Nous pensons que les enjeux ne sont probablement pas de nature à déséquilibrer notre compte administratif et qu'il s'agirait de signaux forts pour des politiques publiques que nous annonçons soutenir. Autre option, si on n'a encore pas de visibilité sur les sommes en jeu, valider la convention en l'état et envisager de réinjecter les sommes perçues dans le tissu associatif ou dans l'économie sociale et solidaire localement. Je vous remercie. Alors, d'une part, effectivement, chapitre 2 et Amaréal n'ont pas le même dimension. Le chapitre 2 est encore une petite association, il ne pourrait pas absorber l'ensemble des documents que l'on va sortir cette année, puisqu'ils vont quand même être de l'ordre de 27 000 documents. C'est donc important. Mais c'est ce que nous avons déjà fait il y a 10 ans, c'est quelque chose de normal. Bon, alors donc chapitre 2 en prendra une part que nous choisirons avec eux, vraisemblablement. C'est pas quelque chose, ils vont pas les. C'est les mêmes, comment je veux dire, c'est les mêmes entreprises, si ce n'est qu'il y en a une qui a une dimension nationale et l'autre une dimension locale. D'accord ? Bien. En ce qui concerne la rémunération, c'est leur règlement qui est fait comme cela. Alors après, il peut y avoir peut-être une réflexion effectivement sur l'utilisation des 10%, mais il faut savoir aussi que nous, ça peut servir à acheter des documents, à acheter des livres, en plus de ce que nous leur versons à la médiathèque régulièrement. Bon. Merci, Monsieur Ruffiot-Monnier. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Non. Donc nous allons pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Toujours Monsieur Ruffiot-Monnier. Concernant la rémunération des intermittents du spectacle. Alors là, c'est pareil. C'est quelque chose que toutes les collectivités... Ah, pardon. Pardon. Non. Je reprends. Je vais scinder le vote. On a parlé des deux. Il faut faire voter les deux. Oh, oui. Donc, pour la convention avec chapitre 2, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité, merci. Et pour la convention avec la société Amaréal, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité, merci. Et je vous laisse reprendre, Monsieur Ruffiot-Monnier. Donc, je voulais dire que comme toutes les collectivités nationales, on utilise des intermittents du spectacle techniciens, parce que nous n'aurions pas la possibilité d'avoir les techniciens pour toutes les manifestations, à savoir par exemple la guinguette, il nous faut des techniciens à chaque fois, à savoir le 14 juillet, à savoir le festival et puis d'autres manifestations. Donc pour cela, on utilise des intermittents du spectacle que l'on rémunère via le guichet unique du spectacle occasionnel, ce qu'on appelle plus communément le GUSO. La rémunération actuelle brute horaire n'a pas été revalorisée depuis 2019 et elle s'élève à 18,66 €. C'est une délibération du 24 juin 2019. Alors compte tenu des techniques qu'il faut utiliser aujourd'hui, qui sont quand même des techniques de plus en plus compliquées, et les régisseurs qu'on embauche, ils ont une responsabilité d'une régie de spectacle vivant, donc c'est très important. Et la rémunération sera désormais portée à 20 € brut de l'heure, ce qui n'est pas une augmentation excessive dans le cadre des intermittents du spectacle. Il faut savoir aussi que dans le cadre, lorsqu'on prend un contrat avec un GUSO, il y a aussi un temps de repas qui est prévu, qui est pris en charge directement par la ville. Il y a une indemnité de panier repas qui est indexé sur le tarif défini par le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, plus connu sous le nom de Syndéac,
qui est en vigueur au moment de la prestation, ce qui fait qu'on ne peut pas le savoir bien sûr à l'avance. Vous avez ici les cachets en heures et les forfaits rattachés en brut, puisque suivant les événements, on a plus ou moins d'heures en fonction de ce qu'il y a à monter. Et chaque cachet, quel que soit le forfait, il y a une indemnité d'équipement dont le montant est déterminé conformément aussi aux tarifs syndiaques en vigueur au moment de la prestation, qui est versée aux techniciens et aux régisseurs du spectacle vivant. Donc après avis favorable de la compétente, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à fixer la rémunération des régisseurs de spectacle selon un forfait d'heures différent par cachet conformément au tableau ci-dessus. Le forfait sera indexé sur la valeur du point de la fonction publique territoriale. Ces cachets seront pris sur le chapitre 011 611 et 012 6452. Merci, Monsieur Ruffieux-Monnier. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc nous allons pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Délibération suivante. Donc il s'agit de la convention de partenariat pour la 7e rencontre des professionnels des assistants maternels de la métropole orléanaise. Et c'est Monsieur Kamengé. Merci Madame le maire pour cette parole donnée. Comme chaque année, les assistantes maternelles bénéficient d'une journée qui leur permet de promouvoir et valoriser la profession, leur permet aussi de se rassembler autour d'une thématique liée à l'exercice de leur métier. Et aussi, cette rencontre se fait dans un cadre qui permet, dans le cadre intercommunal, d'optimiser les moyens, à la fois des relais assistants maternels, mais aussi des collectivités, qui leur permet du coup de proposer une journée à l'ensemble des assistants maternels de la métropole. Alors cette année, cette rencontre aura lieu effectivement le 14 septembre au Théâtre Gérard Philippe, à la Source. Le sujet, ce sera plutôt centré sur les neurosciences. C'est un sujet qui commence à rentrer dans les... dans l'actualité, en tout cas pour la petite enfance, sur le fait que de nombreuses connaissances aujourd'hui émergent et permettent de mieux comprendre le fonctionnement cérébral et du coup permettent avec cette chercheuse qui est du CNRS, Madame Josette Cérès, qui les tiendra en haleine pendant toute la matinée et du coup leur permettra d'en savoir plus sur ce sujet. La ville de Saint-Jean-de-Bray porte dans le RPE qui héberge aussi les assistantes maternelles des villes partenaires de Semois et de Boigny-sur-Bionne. Et nous allons donc porter en tout cas le financement de cette journée pour l'ensemble des assistantes maternelles du RPE. Donc au total, ce serait 166 assistantes maternelles des 3 villes, dont 135 de Saint-Jean-de-Bray, 18 de Boigny-sur-Bionne et 13 de Semois. La participation estimée à cette journée est de l'ordre de 1,41 € par personne, ce qui, compte tenu de la qualité de cette journée, est relativement modeste au regard de ce qu'ils pourront en tirer. Donc, ceci étant énoncé et après avis favorable de la commission compétente, il est proposé au conseil municipal d'approuver les affectations de la convention de partenariat concernant l'organisation d'une journée à destination des assistantes maternelles, d'approuver les termes de la convention à passer avec les communes de Chécy, Fleury-les-Aubrais, Ingré, La Chapelle, Saint-Mémin, Mardier, Olivet, Orléans, Orme, Saint-Denis-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mémin, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Privé, Saint-Mémin et Saran, et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la dite convention. La dépense sera imputée au chapitre 60-42, 430C entre parenthèses. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Lautier. Merci Madame le maire. J'interviens 2 fois de suite alors que généralement on essaye quand même de répartir équitablement les interventions avec mes collègues, mais
dès qu'on vient sur les sujets liés à l'enfance ou à la petite enfance, je ne peux pas m'en empêcher. D'abord, pas de suspense, on votera cette délibération car on a des retours de personnes qui participent à cette journée qui nous font part de son utilité, notamment en matière de partage de bonnes pratiques et de découverte de certaines thématiques. Le thème de cette session est d'ailleurs particulièrement intéressant dans le sens où il va permettre d'échanger sur l'intégration dans les pratiques du quotidien des dernières avancées en matière de recherche scientifique et donc de neurosciences. Une simple question, nous constatons que la ville prend en charge les coûts associés à 166 assistantes maternelles. Dans le tableau, un détail mentionne Boigny et Semois est donné. À quoi ceci correspond-il, s'il vous plaît? Et est-ce que ce sont des assistantes maternelles de ces communes qui opèrent dans les structures de notre territoire? Ceci, c'est juste une curiosité personnelle. Vu les montants en jeu, rassurez-vous, quelle que soit votre réponse, on ne va pas vous demander de facturer aux collectivités concernées. De plaisanterie. Je vous remercie. Alors, oui. Alors, la ville de Saint-Jean-de-Bray, effectivement, porte le RPE, qui est au relais petite enfance, et qui a remplacé ce qu'on appelait avant le RAM. Le RPE a été signé avec la CAF dans le cadre d'une convention tripartite entre Saint-Jean-de-Bray, Semois et Boigny-sur-Yonne. Et ce que nous portons dans le cadre de ces financements est entièrement compensé à l'euro près par les villes partenaires. C'est le cas pour cette activité, mais aussi pour l'ensemble des autres activités du RPE qui est porté du coup par Saint-Jean-de-Bray. Merci pour ces précisions. Monsieur Renelier? Moi, je trouve qu'effectivement, c'est intéressant, mais je crois que j'ai déjà posé cette question une fois précédente. Est-ce que cette année, on pourrait avoir un enregistrement vidéo de cette présentation, parce que ça n'intéresse pas uniquement les assistantes maternelles, ça peut aussi intéresser d'autres personnes, même si l'objectif est vraiment concentré sur les assistances maternelles. Alors, je sais qu'il y a des histoires de droits d'auteur, cette question avait déjà été posée. Est-ce qu'il y a eu une réflexion qui avançait sur ce sujet? Monsieur Kamenge, vous avez des éléments de réponse? Je vais les énoncer quelques-unes. Alors, il faut savoir que ces journées interviennent dans un cadre assez précis et qu'à chaque fois, il faut trouver un intervenant. Le cadre, c'est le cadre de l'association des relais RPE de la métropole. Travailler sur cet aspect-là pourrait être intéressant pour les assistantes maternelles en elles-mêmes. Mais ce qu'il y a dans le cadre de ces travaux notamment, c'est que lorsqu'on a un expert qui intervient, déjà les trouver, c'est pas simple. Et puis deuxièmement, obtenir des enregistrements de leurs prestations, c'est encore un peu plus compliqué. Donc voilà, je pense que c'est assez compliqué. Et c'est une activité entièrement portée par les RPE, mais aussi des assistantes maternelles impliquées, et que c'est pas simple déjà d'en trouver, et puis effectivement de pouvoir négocier ce genre d'accord avec les prestataires. Merci. En effet, il n'y a pas forcément toujours un accord de la part des interventions. On l'a d'ailleurs également eu dans le cadre de l'intervention concernant la maladie d'Alzheimer qui avait eu lieu à l'automne, au printemps. Le temps passe vite. Je m'y perds. Où deux docteurs intervenaient et ne souhaitaient pas, en tout cas, que nous communiquions sur les documents de travail qui étaient les leurs, et sur lesquels ils se basaient pour la dite conférence. Donc, c'est pas forcément toujours si simple que ça, et il n'y a pas forcément toujours une volonté non plus des personnes qui interviennent de communiquer en dehors de leur propre communication en tant que chercheurs ou docteurs sur les éléments qu'ils présentent. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir procéder au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Nous en avons terminé donc avec l'ordre du jour. Il y avait 2 questions. Monsieur Warab, Madame Lautier. Monsieur Warab. Madame le maire, lors du précédent conseil municipal, au détour d'une délibération concernant la subvention à l'école du cirque Grus, nous vous avons interrogé sur l'étude qui devait être menée concernant les nuisances sonores. Vous nous avez évoqué que l'étude menée par Alexis Grus montrait des valeurs de bruit qui rentraient dans les normes. Vous avez commencé à évoquer un certain nombre d'actions que vous entendez mettre en œuvre pour essayer d'une manière ou d'une autre d'améliorer la situation pour les riverains dont nous pouvons le dire, pour être passés récemment à côté du quartier le plus concerné, la situation est tout de même complexe. Encore plus en été lorsque nous vivons les fenêtres ouvertes. Nous pensons que chaque action sera utile et vous encourageons dans la voie que vous souhaitez suivre. Cependant, nous souhaiterions pouvoir consulter le dossier de l'étude afin de comprendre comment il est possible celle-ci arrive à la conclusion d'une conformité. Nous pensons important de nous attarder sur les critères de réalisation de l'étude, à quelle période a-t-elle été étudiée, quelle était la nature des événements qui avaient lieu sur la période étudiée, les mesures ont-elles été réalisées du côté des habitations pour vérifier l'intensité à laquelle celles-ci sont exposées. Bref, autant de points qu'il convient d'objectiver afin de pouvoir mieux comprendre la situation et éviter de laisser place à des interprétations. Si l'ensemble de ces points n'ont pas été étudiés, nous pensons... Ah, ça marche pas. Si... Je n'y suis pour rien, rassurez-vous. J'espère bien. J'espère bien. Nous pensons qu'il serait utile que la ville diligente elle-même une étude. Cela représente certes un coût, mais il est tout de même question de la tranquillité d'un certain nombre d'Abrésiennes et d'Abrésiens. Je vous en remercie. Peut-être pour reposer quand même certaines choses. Aujourd'hui, le cirque Grus et son école sont, et je crois que vous en êtes d'accord et vous partagez cela, sont des éléments en tout cas d'attractivité et de rayonnement importants de la ville de Saint-Jean-de-Bray, bien au-delà d'ailleurs de la métropole. C'est un marqueur aujourd'hui très fort de l'identité culturelle et sportive de la ville. Ça contribue évidemment à valoriser, comme d'ailleurs tout récemment le festival de l'embrayage, l'art circassien et plus largement les arts de la rue, avec une grande diversité de disciplines, de performances physiques, d'expressions artistiques, et qui sont évidemment à destination de toutes et tous. Ça, je crois que nous le partageons. Alexis et Ernagul Grus sont des partenaires maintenant historiques de la ville. Ils contribuent à l'animation donc du territoire et ils ont aussi à cœur vraiment de proposer une offre originale de qualité qui satisfait et qui fait la fierté des Abrésiennes et des Abrésiens. L'école de cirque offre aux enfants l'opportunité de développer des aptitudes, alors aux jeunes Abrésiens, et d'ailleurs de nos écoliers dans nos écoles, mais aussi plus largement. Vous dire aussi que Alexis et Ernagul Grus sont très affectés, et c'est une réalité, tous deux, lorsque le sujet des nuisances revient à l'ordre du jour. Car ils ont à cœur, depuis toujours, d'entretenir de bonnes relations avec le proche voisinage, au-delà du partenariat avec la ville et les autres associations. Vous dire quand même que, à ce titre, ça fait quand même quasiment 1 an que nous n'avons pas reçu de plainte formalisée. Voilà, de plainte formelle. Ça ne veut pas dire que ici et là des habitants s'expriment à ce sujet, mais de plainte formalisée, nous n'en avons pas eu depuis longtemps. L'étude en tant que telle, c'était une demande de la ville auprès d'Alexis Grus,
Une demande donc parce que, je l'ai dit, eux et nous sommes attentifs évidemment aux difficultés rencontrées par les habitants en termes de nuisances sonores. Donc nous avons demandé qu'il soit réalisé une étude d'impact. C'est ce que je vous indiquais la dernière fois. Et cette étude-là, elle n'est pas propriété de la ville aujourd'hui, puisque c'est Grus qui a payé cette étude. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de pouvoir vous la transmettre, puisqu'elle n'est pas propriété de la ville. Pour autant, c'est un organisme indépendant, agrémenté, qui a réalisé l'étude. Il s'agit de Air Control. Je crois que ce sont les mêmes qui ont réalisé dernièrement des études pour nous concernant le stand de tir. Donc je crois qu'on peut faire confiance aux éléments qui ont été portés dans l'étude. Les tests, ils ont été réalisés au printemps 2023 sur des périodes horaires allant de 18h à minuit, puis de minuit à 11h du matin. Donc voilà, sur des temps complètement différents. L'étude, elle révèle que le niveau sonore est conforme à la réglementation à l'intérieur des chapiteaux. À l'extérieur, le niveau sonore était au-dessus des normes. Et l'étude a recommandé différentes choses. Donc la mise en place d'un isolement acoustique physique entre le cirque et les logements mitoyens, avec la réalisation d'une nouvelle étude après les travaux, ou alors la mise en place d'un système de contrôle de sonorisation par limitateur de son. En parallèle et suite à l'étude, pour se mettre en conformité, le cirque Grus a donc fait l'acquisition d'appareils de mesure de bruit. Ils font des contrôles d'ailleurs réguliers. Ils ont aussi changé la sonorisation avec la mise en place d'un limitateur de bruit. Donc il ne s'agit pas là d'un limitateur scellé qui coupe les appareils quand il y a un dépassement trop important, mais ça permet quand même de contrôler le dépassement des seuils autorisés. Et puis ils ont aussi installé des containers en limite de propriété, donc de leur propriété, pour faire barrière au bruit. Et quand je disais que régulièrement ils font des prises, ils font des mesures de bruit avec les appareils qu'ils ont acquis dernièrement, à l'intérieur du chapiteau, à l'extérieur et en proximité aussi des containers qu'ils ont installés. Voilà, donc je vous indiquais la dernière fois que lors de l'écriture de la nouvelle convention, nous les avions rencontrés. Ce sujet-là avait évidemment été abordé. Et dans le cadre de la nouvelle convention, ils se sont engagés à transmettre à la ville les dates, au-delà de celles que l'on connaît pour des manifestations villes, parce qu'il y a des manifestations de la ville au cirque Grus, de nous transmettre les dates. Voilà, ils nous ont transmis les trois prochains événements importants pour eux, 10 octobre, 23 novembre et 8 mars 2025. Voilà. Après, ils ne sont pas en maîtrise, ça ce sont les leurs, mais ils ne sont pas non plus en maîtrise de tous les événements, puisqu'ils louent aussi le chapiteau. Et je sais que, parce qu'ils sont attentifs à cette question des nuisances sonores, qu'ils font régulièrement rappel aux personnes, en tout cas, ou aux partenaires à qui ils louent le chapiteau, de respecter en tout cas les horaires qui ont été fixés pour la manifestation quand c'est le cas. Donc, on sera évidemment attentif à l'évolution, mais je voudrais appuyer réellement sur le fait que Alexis et Anargul Grus sont vraiment sur ce sujet-là, ils ont vraiment l'envie qu'il n'y ait plus de problématiques avec le voisinage. Donc nous ne sommes pas encore allés avec eux sur une négociation de fin de spectacle. Aujourd'hui, déjà, les fins de spectacle, elles ne sont pas dans la nuit. On est sur la fin de soirée.
c'est un sujet qui a aussi été abordé. Nous ne sommes pas allés ensemble jusqu'à ce point-là, se laissant le temps de voir comment ça évoluerait avec les dispositifs qu'ils ont mis en place de leur côté, les engagements qu'ils prennent aussi pour l'information. Et s'il y a des semaines où nous, services et villes, nous voyons qu'il y a plusieurs dates consécutives, on prendra en charge la communication, au moins en direction du voisinage, pour indiquer que peut-être sur certaines périodes, il risque d'y avoir peut-être pour le coup des désagréments, mais ça nous permettra d'anticiper au mieux. Il y avait donc une question aussi de Madame Lautier. Merci Madame le maire. Deux points dans cette question orale. Un premier sur le sujet des surfacturations sur la restauration scolaire, les accueils de périscolaires et de loisirs de la ville, puis un second sur les kits de rentrée. Tout d'abord, sur le premier point, vous commencez à avoir l'habitude que nous suivions nos dossiers et que nous n'hésitons pas à revenir sur des questions déjà posées précédemment. Lors de la précédente réunion de notre Assemblée, vous nous avez annoncé la tenue d'une rencontre avec des parents d'élèves élus qui devait avoir lieu la semaine suivant le Conseil. Celle-ci a donc dû se dérouler et comme les élus minoritaires n'ont pas le plaisir d'être conviés à ces réunions, vous comprendrez que l'on vous interroge à ce jour pour avoir un compte-rendu. Plus précisément, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer sur la teneur des demandes des parents d'élèves élus ? Font-ils le constat, comme vous, de demandes isolées ou contrairement d'une problématique à laquelle s'associe un grand nombre de parents, comme nous l'avons souligné lors du dernier Conseil ? Souhaitent-ils un abandon pur et simple de la pénalité ou souhaitent-ils une adaptation du dispositif ? Rappelons que nous sommes pour notre part sur la deuxième option, votre approche nous semblant pertinente sur le fond mais un peu trop sévère, notamment dans la nature des justificatifs à apporter et dans les montants des pénalités. Et enfin et surtout, envisagez-vous d'explorer une refonte du dispositif ou comptez-vous le maintenir en l'état ? Ensuite, un deuxième point concernant la communication de la ville à propos des kits de rentrée. Nous vous l'avons dit, nous étions proches de voter le budget supplémentaire car il comportait des mesures que nous avions appelées de nos voeux, notamment sur l'éducation et sur les associations AML pour ne pas la citer. Nous nous sommes abstenus pour une question de méthode, rappelant que vous aviez déjà mis en œuvre ou annoncé une partie conséquente des projets du budget supplémentaire avant son adoption, ce qui réduit considérablement le rôle de notre instance. C'est une nouvelle fois sur un point méthodologique que nous tenions à vous interroger. Le vendredi 28 juin, vous avez annoncé dans cette enceinte que la discussion pour une liste harmonisée avec les directions d'école avait été, je cite, peine perdue, et que vous étiez parti sur une liste modèle de l'éducation nationale, que chaque école pourrait compléter comme elle le souhaite. Ce qui implique que les parents auraient effectué quelques achats largement réduits, ce qui est déjà une excellente nouvelle. Excusez-moi, et la semaine suivante, vous demandez aux écoles de distribuer un flyer qui mentionne, je cite, « pas de liste de fournitures scolaires. La ville offre l'ensemble des fournitures nécessaires pour que la gratuité de l'école devienne une réalité pour tous. » Et bien évidemment, ce tract arrive en même temps que la liste des compléments de fournitures demandés par les écoles. Ceci amène donc une question d'une part, une suggestion d'autre part, et un commentaire enfin. La question, comment pouvez-vous nous expliquer un jour qu'il restera quelques éléments à acheter pour les familles, et la semaine suivante écrire aux parents qu'il n'y aura aucun achat à réaliser, ce qui est du coup assez trivialement faux. La suggestion pour que vous puissiez aller vers une réelle fourniture de tout le matériel et que celle-ci que soient les demandes des écoles, ne serait-il pas plus simple de calculer le prix de revient par élève cette année et de fournir ce budget chaque année aux directions d'école en leur déléguant le fait de passer les commandes du matériel nécessaire ? La remarque, vous évoquiez lors du précédent conseil que vous aviez cherché à faire émerger une position commune des directions d'école, en vain. Nous avons de notre côté des retours sur le fait que l'annonce de votre volonté de mettre en place ces kits à la rentrée a été tardive, ne permettant pas d'échanger sur le contenu de ceux-ci. Difficile pour nous de nous y retrouver, mais peut-être pourrez-vous nous donner des dates des réunions de concertation organisées avec les directions d'école sur ce sujet pour nous éclairer. Nous appelons encore une fois à renforcer autant que possible la collaboration avec les directions d'école, les enseignants et les parents d'élèves élus. Ceci permettrait d'éviter que certaines écoles se retrouvent à refuser de distribuer vos supports de communication et que de nombreux parents se trouvent
avec des consignes diamétralement opposées dans leurs mains, le message peut probablement gagner en clarté et en efficacité dans l'intérêt de tous. Je vous remercie. Sur la question de la surfacturation, nous avons effectivement eu la réunion avec les représentants de parents d'élèves qui s'est bien passée. Ça a été une réunion de travail, avec des échanges intéressants tels que c'était voulu au départ. Ils nous ont fait le souhait d'adaptation. Nous avons fait de notre côté des propositions et sur ces bases, le service travaille donc à des propositions d'adaptation et de précision pour la rentrée scolaire. Donc, il n'y a pas de volonté de remettre en question le règlement intérieur tel qu'il avait été voté précédemment en conseil municipal, mais on est bien sur des adaptations. Certains représentants de parents d'élèves saluant aussi l'efficacité que l'on a pu observer sur différents temps depuis la mise en place de pénalités. J'entends particulièrement les mercredis et les vacances scolaires. Et ça libère très clairement des places pour des familles qui jusque-là ne pouvaient pas en bénéficier. Donc l'engagement de notre part a été que nous continuerons donc à avoir des temps d'échange avec les représentants de parents d'élèves à la rentrée, aussi sans doute en fin d'année 2024, parce que toutes les pénalités n'ont pas été mises en place en même temps. Donc il faut aussi qu'on puisse avoir un recul par rapport à la mise en place de certaines pénalités qui, pour le coup, là, on n'a que 3 mois, donc on a des données, mais il faut quand même qu'on puisse se laisser le temps. Donc on s'est engagé évidemment à revenir vers eux à la rentrée. On s'est aussi engagé à ne pas mettre en place des pénalités sur le mois de septembre, en tout cas jusqu'à ce qu'on les rencontre. Voilà. Donc pour pouvoir leur faire part des propositions, et si nous sommes d'accord sur les propositions, le système reprendra. De toute façon, déjà tous les ans, avec la période de la rentrée scolaire, il y a des adaptations aux inscriptions, parce qu'il y a toujours des inscriptions tardives. Donc en gros, le mois de septembre, les dispositifs, ils ne sont pas forcément mis en place. Donc là, pendant le mois de septembre, il n'y aura pas de pénalité jusqu'à ce qu'on rencontre de nouveau les représentants de parents d'élèves. Concernant le kit rentrée, je redis effectivement que sa mise en place a été très largement saluée par les familles et puis plus largement par des habitants qui n'ont plus d'enfants scolarisés, des partenaires également. On a aussi ces retours, notamment par rapport au pouvoir d'achat, parce que ça contribue grandement à soutenir financièrement les familles à la rentrée scolaire. Et on sait que pour certaines familles, quand il y a plusieurs enfants, c'est une période complexe. Aucun retour de confusion non plus de la part des familles. Et comme évoqué lors du dernier conseil municipal, oui, je le disais d'ailleurs en indiquant que précédemment j'avais aussi été adjointe à l'éducation et que j'avais essayé pendant des années. Donc oui, il y a bien eu des essais de mettre en place une liste commune sur l'ensemble des écoles de Saint-Jean-de-Bray et que ça avait été impossible. Et que là, il y avait une volonté affirmée de la part de la municipalité de mettre en place une liste de fournitures scolaires. Et pour le coup, là c'est vrai, sans concertation cette année, parce qu'il y a une volonté de la municipalité d'y aller, de ne pas perdre de temps pour le coup, parce que pour avoir déjà essayé les années précédentes, comme chaque quasiment enseignant est attaché à certaines fournitures, c'est d'une complexité sans nom. Donc là, on fait le pas, et c'est pour ça qu'on a fait le choix de prendre la liste qui est simplement recommandée par l'éducation nationale et qui doit normalement mettre tout le monde d'accord. Lorsque nous les avons, donc il y a eu une information quand même relativement tôt, puisque nous les avons vus début juin en réunion dans le cadre d'une réunion directeur d'école. Donc nous les avons informés de cette décision et que cela n'empêchait pas
qu'ils puissent effectivement compléter, si besoin était, la liste de fournitures. Je dis bien si besoin était parce que les écoles n'ont pas d'obligation de demander une liste de fournitures scolaires aux familles. Et pourraient, si elles faisaient le choix, comme c'est d'ailleurs le cas de certains enseignants, de ne pas demander d'achat aux familles. Donc moi j'interroge aussi le fait qu'on n'aille pas non plus questionner certains directeurs d'école, parce que ce que vous remontez, ce ne sont que des propos de quelques directeurs d'école et bien heureusement de pas l'ensemble des enseignants de la ville de Saint-Jean-de-Bray, d'aller les questionner aussi sur leur choix quand on vient toujours questionner la ville sur ses choix. Et il y a des enseignants qui ne demandent effectivement pas de liste aux familles. Ils pourraient tout à fait faire le choix de prendre sur leur propre budget de fonctionnement que la ville alloue et que nous avons d'ailleurs dernièrement augmenté. Cependant, rien ne nous assure qu'en augmentant le budget des écoles, plutôt que de porter l'achat directement par la ville, il n'y aurait quand même pas de liste de fournitures demandées aux familles. Donc, comme nous n'avons pas cette certitude-là, qu'ils utilisent ces enveloppes-là pour finalement acheter les fournitures d'école à la rentrée, on préfère effectivement en garder et en conserver la maîtrise, faire les achats en direct et remettre aux familles. Évidemment que les dotations que l'on alloue aux écoles, il n'y a pas de contrôle et c'est bien logique. Les écoles font leur choix pédagogique et utilisent les enveloppes pour acheter les fournitures qu'elles jugent avoir besoin, et d'une école à l'autre, ça peut effectivement changer. Donc nous, on fait le choix que ce soit la ville qui porte pour le coup pour cet achat-là de fournitures scolaires à la rentrée pour que ça bénéficie bien aux familles. Pour le reste, je dirais que je regrette peut-être que vous emboîtiez le pas d'une polémique qui pourrait être un peu stérile quand même, puisque partie de directeurs isolés. Alors vous nous appelez à renforcer la collaboration avec la communauté éducative, les directeurs, les représentants de parents d'élèves. Je peux vous assurer que cette collaboration, elle est constante, qu'il y a des rencontres très, très, très régulières avec les services de la ville, qu'il y a des rencontres très, très, très régulières entre les élus. Alors, moi, moins, peut-être, moi je les vois, mais quand même, quasiment 4 à 5 fois par an en direct, ce qui est quand même important, mais sinon, Monsieur Bazungula et tous les autres élus qui siègent dans les conseils d'école les rencontrent très régulièrement. Quand je dis les, que ce soit les enseignants ou les représentants de parole, les parents d'élèves, des écoles. Et puis, du coup, pour vous rendre l'appareil, je me permets de vous appeler à sans doute prendre peut-être parfois un peu plus de distance par rapport à certains propos, voilà, qui ne sont pas forcément toujours une généralité. Voilà pour les éléments de réponse. Nous avons terminé. Il y avait en information l'état des décisions. S'il n'y a pas de questions, je vous donne du coup rendez-vous en septembre pour le conseil municipal du 27 septembre qui aura lieu donc à 18h. Et d'ici là, j'espère vous recroiser avant vos départs en vacances respectifs, demain ou pour le lancement de la guinguette ou dimanche pour le 14 juillet. Voilà, et vous souhaitant évidemment un très bel été à toutes et tous.